Bonjour à tous. Merci beaucoup à Valentina et Aurélie de cette invitation. On a parlé beaucoup de couverts sémés. Donc, on va voir est-ce que l'acceptabilité qui va être de ces couverts qui sont spontanés, qui est encore plus débattue en agronomie, en agriculture. Donc, je vais vous présenter des travaux qui ont été menés avec des collègues, avec Guillaume Fried, notre étudiante en thèse Marie-Charlotte Bob, Aurélie, notre autre étudiante en thèse Léa Gentil et Karim Barkaoui. Donc la biodiversité qui se trouve dans les agroécosystèmes, il s'agit de l'agrodiversité dont on discute depuis ce matin, c'est la diversité planifiée, les couverts végétaux dont on en parle, c'est une diversité qu'on souhaite à mettre en place, mais il y a tout ce qui est autour, c'est la diversité associée, des plantes pas désirées parfois, mais aussi qui... C'est trop, et on écoute ma voix, mais c'est normal peut-être. Oui, c'est normal. Donc une diversité aussi qui peut être associée, mais qui peut avoir des bénéfices à des différentes échelles, de la parcelle jusqu'au paysage. Cette diversité, donc les adventices, moi je vais vous parler de la diversité spontanée des adventices qui ont été considérés comme des ennemis, de bioagresseurs assez redoutables pour les agricultures, ont été luttés depuis plusieurs années. Et là, on voit les réussites de cette lutte chimique majoritairement contre ces espèces. Donc, vous avez ici des comparaisons des études qui ont été faites sur des parcelles de céréales entre deux périodes de temps. Sur l'axe des Y, vous voyez les relevés. Donc, chaque poids, c'est une parcelle, des relevés aux années 70, 80 et des relevés sur les mêmes parcelles aux années 2000, 2006. Et donc, vous voyez le nombre des espèces d'un part, dans ce premier graphique, et l'abondance de ces espèces à l'autre part. Et donc, vous voyez que, majoritairement, les adventices, la flore spontanée a diminué d'une façon assez impressionnante. On a moins 44 des espèces spontanées qui se trouvent dans les champs cultivés, et leur abondance a aussi diminué de façon assez impressionnante. Et parmi ces espèces qu'on a perdues, on a perdu des espèces qu'on appelle messicoles, des espèces qui deviennent maintenant, c'est des espèces qui sont féodées dans les champs cultivés céréalières, qui deviennent aussi maintenant des plantes spontanées. Donc, une des études qu'on commence à mener depuis quelques années ici avec les collègues, c'est d'essayer de trouver est-ce que toutes les plantes de la flore spontanée sont vraiment nuisibles ou est-ce qu'elles peuvent avoir des services. Donc, on s'intéresse dans les différents types de systèmes, et notamment dans les cultures pérennes. Je vais vous parler plus précisément par la suite des vignes. Et on cherche à trouver est-ce que ces espèces peuvent avoir des effets positifs pour les rendements, la production du fourrage, tout ce qui est les ressources du sol, mais aussi tout ce qui est le contrôle des autres ravageurs, de ravageurs et de régulation de maladies. L'avantage, on a parlé beaucoup d'avantages de couverts végétaux. Je sais que l'acceptabilité de tout ce que je vais dire, peut-être, comme je vous ai dit, va être débattue, mais on peut se dire qu'il peut y avoir quelques avantages d'une flore spontanée qui est bien maîtrisée. Si on a une flore qui est bien maîtrisée, donc on n'a pas à avoir une espèce qui domine, parce qu'il était sélectionné par des différentes, de la suite de la même pratique de lutte, on peut avoir une flore qui va être plus diversifiée. Ça veut dire qu'on va avoir des plantes avec différentes formes de vie, donc ils vont avoir différentes niches écologiques, et donc ils vont avoir des différentes façons d'exploiter les ressources. Donc on peut imaginer qu'à la fin, la compétition qui va être menée par ces couverts, il va être moins importante que si on avait une espèce très dominante, une espèce sémée qui peut-être elle va être très concurrentielle. Et les autres avantages par rapport à la gestion de couverts végétaux, c'est qu'il n'y a pas les mêmes incertitudes de réussite qu'on a dans les couverts végétaux. Ça ne demande pas beaucoup de temps et en termes économiques aussi pour ces semis et les récoltes. Il n'y a pas l'adaptation obligatoire du système de culture, c'est aussi discutable, il faut vraiment aussi gérer ces flores spontanées, et on peut gérer cette compétition pour la ressource en sol. Donc vous allez voir que je vous fais ce discours en mettant des photos de vignes, et c'est là les systèmes dans lesquels cette flore spontanée peut être... On peut voir les bénéfices de ces flores spontanées, donc on va
vraiment focalisés sur les espèces pérennes, les vignobles comme des cultures pérennes où ils ont un espace disponible pour la biodiversité avec différents modes de gestion, que ce soit sur les reins, sur l'terrain, avec de la tonte, avec du travail du sol, l'herbicide très souvent, surtout dans notre région Occitanie, sur les reins. Donc, et de plus en plus, on trouve qu'il y a une tendance d'adoption des pratiques de gestion du sol de plus en plus extensives. Donc, dans ce système-là, on a travaillé sous une hypothèse que selon les différents travaux qu'on va apporter dans les vignobles, du travail du sol, du désherbage chimique, la tonte, on va sélectionner des communautés des adventices. Donc, toutes nos pratiques vont avoir un effet sur ces communautés. Et on va avoir des traits fonctionnels, la hauteur, la surface des feuilles, les systèmes racinaires de ces espèces qui vont être une réponse de ces pratiques qu'on aura mis en place. Et ces espèces, par la suite, elles vont avoir des effets, des services bien sûr des effets négatifs, mais aussi des services positifs sur notre culture. Donc, je vais vous présenter 2 exemples de recherches qu'on a menées. Tout d'abord, sur tout ce qui est la limitation de... tout ce qui est sur l'activité du sol et l'apport de la matière organique et les activités des micro-organismes par rapport à 3 types de pratiques de travail du sol. Le travail du sol, la tonte de semis spontanés et du désherbage chimique. Donc, ça a été fait dans le projet Saving, qui a été financé par l'Agence française de la biodiversité et la région Occitanie. Et c'est l'objet de la thèse de Marie-Charlotte, qu'elle va soutenir très bientôt, qu'elle a rendue aujourd'hui, Aurélie, sa thèse, et qu'elle va la soutenir dans 2 mois. Et donc, Marie-Charlotte, elle a essayé de voir sur un grand réseau de parcelles comment cette flore spontanée peut être une alternative aux herbicides. Est-ce qu'il a, cet énerbement spontané, une multifonctionnalité? Quels sont les services pour ces espèces-là? Donc, on a travaillé sur une large série de parcelles de la région d'Occitanie avec différentes gestions des interrins. On s'est vraiment focalisé sur les interrins de vignes. Vous voyez sur des herbages chimiques, de mowing, c'est les fauches, la tonte, et le travail du sol. Et donc, on a comparé avec ces gradients de travaux de gestion du sol, mais aussi un gradient pédoclimatique. Donc, je vais vous montrer juste 2 résultats sur la question initiale. Est-ce que les facteurs climat, sol, pratique affectent la structure de communauté de la flore spontanée? Vont affecter par la suite les micro-organismes, la décomposition de la matière organique et la minéralisation de l'azote comme fourniture d'azote minéral du sol. Donc, quel lien entre les différentes pratiques et les caractéristiques de ces communautés de flore spontanée et la décomposition de la matière organique et les caractéristiques des organismes du sol. Donc, premier résultat, parmi tous ces facteurs, c'est les pratiques du sol qui influencent le plus la structure de communautés des adventices. Et on a trouvé que quand on a du chimique, vous l'avez ici, les chimiques en vert, on va trouver des adventices qui vont avoir des feuilles plus dures, des feuilles avec des teneurs en matière sèche plus élevées, avec plus de lignine, plus de cellulose, plus difficiles de feuilles qui sont ils ont des structures assez fortes. Et donc, ils investissent plus dans leur structure foliaire, alors que dans des traitements plus en tonde, on va voir des communautés avec des feuilles qui sont plus riches en azote et qui, par la suite, on a montré qui vont avoir un effet sur la décomposition. Et donc, vous avez ici la masse de perte de matière organique. Donc, vous avez en chimique, au travail au tonde et en travail du sol. Et on trouve que ces feuilles-là, qui sont des communautés où on tond, et parfois aussi on travaille le sol, vont avoir de pertes de masse. La décomposition de la matière organique va être beaucoup plus élevée que dans les communautés où on va désherber chimiquement. Et donc, ils ont de l'azote, comme je vous ai dit, plus élevé, des feuilles plus tendres, donc un effet très positif sur la matière organique du sol. Et donc là, vous avez les liens entre la perte de masse avec les caractéristiques des feuilles. Et deuxième résultat, c'était qu'est-ce qui se passe par rapport aux micro-organismes. Donc, on a regardé des processus comme la nitrification, la dénitrification de l'azote dans les sols, et on a retrouvé les mêmes résultats. Toujours, là, vous avez les chimiques en rouge, en vert, les tondus et
emblée le travail du sol, on a retrouvé que la respiration microbienne, que je choisis de vous montrer, va être plus élevée. Là, on va travailler que par la tonte, la flore spontanée, et que l'herbicide, justement, va choisir une flore qui va avoir tendance à avoir aussi des racines. On a travaillé sur les racines aussi, des feuilles qui vont être plus difficiles à être consommées, à assimiler par des micro-organismes. Et dernier exemple, pour finir, ça porte sur des résultats trop vite, de thèse de Léa Gentil qui va travailler sur la production du fourrage, quelque chose qui est très original, très récent. Je pense que c'est la seule étude peut-être qu'on a essayé de trouver comment les adventices peuvent jouer un rôle sur les réseaux trophiques qui va être les pâturages. Donc ça, c'est les thèses de Léa Gentil, on en cadre avec Aurélie et Karim Barkaoui. Et donc, c'était la question, quel est le potentiel fourragère des adventices dans les oliveraies et les vignobles? Je vais juste vous montrer cette graphique qui montre, tout en haut, vous avez... Ici, vous avez les deux espèces qui sont cultivées, sémées dans les prairies en France. Et donc, c'est les deux espèces les plus sémées en France. Et vous avez leur digestibilité en grammes par kilo. Et là, vous avez les espèces, une Medicago et les Diplotaxis, où on va les trouver dans les oliviers et dans les vignes. C'était les deux espèces les plus abondamment trouvées dans nos vignobles et dans les olivieraies. Et donc, on trouve qu'en termes de digestibilité, ces communautés qui sont composées par ces espèces ne sont pas très mal finalement. On trouve qu'on a une qualité fourragère assez élevée. Et donc, les services de production du fourrage par ces espèces adventices, elle est bien aussi quelque chose potentiellement qui pourrait être servi. Et donc, j'ai fini. On peut penser que la flore spontanée, certains adventices peuvent apporter des services dans les agroécosystèmes. Il faut vraiment garder en tête aussi qu'avec l'utilisation des herbicides, il y aura des restrictions de plus en plus. Donc, il faut garder en tête que ces espèces peuvent avoir un potentiel de décomposition si on les gère avec de la tonte ou le travail du sol, et ils peuvent rapporter des nutriments dans les sols. Ils peuvent aussi reconstituer une ressource fourragère en bonne qualité. Et on travaille de plus en plus aussi sur d'autres aspects, toujours avec Léa sur un projet Flores financé par Agropolis Fondation sur le potentiel de ces espèces pour les pollinisateurs, la qualité en termes de nectar, en termes de pollen, et on trouve des choses assez intéressantes. Et une thèse qui vient de démarrer avec Lou Tabari sur les espèces adventices ou les différentes couverts comme espèces qui vont mobiliser les interactions entre les acariens et les autres organismes, les réseaux trophiques, pour la lutte biologique. Voilà, je vous remercie de votre attention.